maintenant le plaisir d'accueillir Anne Allombert, qui est maîtresse de conférences en philosophie contemporaine à l'Université Paris 8. Et elle s'intéresse tout particulièrement aux enjeux sociaux, politiques et intellectuels des technologies numériques. Et je mentionne juste les titres de deux de ses ouvrages. Schizophrénie numérique, la crise de l'esprit à l'ère des nouvelles technologies, paru en 2023, et de la bêtise artificielle pour une politique des technologies numériques, qui vient de paraître il y a quelques semaines. Et donc, elle va partager avec nous son analyse de l'IA générative, qui peut être vue comme une technologie intellectuelle comme les autres, une de ces prothèse de la pensée qu'a mentionné David Bates hier, ou peut-être constitue quelque chose de complètement différent. Anne, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette introduction et merci beaucoup pour votre invitation. Alors, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, effectivement, comme l'a un petit peu suggéré Daniel Handler, je vais avoir un propos un petit peu critique, mais qui n'est pas critique à l'égard des recherches scientifiques en mathématiques, en algorithmique, en informatique, qui ont rendu possible les technologies contemporaines que nous connaissons aujourd'hui, parce que je serais non seulement incapable de critiquer ces recherches-là, et puis par ailleurs je travaille moi-même avec des informaticiens, des mathématiciens, des développeurs, des collègues aussi dans le champ des sciences de l'information et de la communication, et donc je suis très intéressée en réalité par ces technologies. En revanche, j'ai une perspective un petit peu plus critique sur les services ou les produits numériques qui sont développés à partir de ces recherches pour le grand public et qui posent, à mon avis, un certain nombre de questions sur les plans à la fois psychiques, sociaux et politiques. Et donc, ce sont ces questions aussi qui alimentent un petit peu mes réflexions. Alors, j'ai intitulé donc cette communication « Déformation artificielle de l'intelligence » avec une petite parenthèse autour du D. Et ce titre, en fait, résume un petit peu la thèse à partir de laquelle je vais m'exprimer aujourd'hui. Alors, cette thèse, elle est double. Elle a deux dimensions, si vous voulez. La première thèse, elle consiste à soutenir que la formation des intelligences est toujours déjà artificielle. Elle est toujours déjà conditionnée par un milieu technique ou un milieu industriel. Et la deuxième thèse, qui découle un petit peu de celle-là, c'est que cette formation artificielle de l'intelligence, elle peut toujours aussi devenir une déformation de cette même intelligence en fonction, justement, de ces milieux techniques et industriels. Alors, à partir de... Donc, je vais étayer un petit peu cette thèse très générale dans une introduction. Et dans cette introduction, en fait, j'essaierai de vous proposer un point de vue un peu alternatif au point de vue traditionnel de l'intelligence artificielle. Ce point de vue alternatif, il consiste à dire qu'au lieu d'envisager l'intelligence humaine d'un côté et l'intelligence machinique de l'autre, comme si on avait affaire à deux entités séparées l'une de l'autre, moi je vous proposerais d'essayer d'envisager plutôt le couplage dynamique ou la relation dynamique, si vous voulez, entre les esprits humains d'une part et leurs prothèses artificielles d'autre part, prothèses sans lesquelles ces esprits humains ne pourraient pas s'exercer, mais qui peuvent aussi toujours éventuellement les menacer. Et donc, une fois que j'aurai fait cette petite introduction qui sera un peu longue, excusez-moi, la principale partie de mon intervention sera consacrée à l'introduction, mais enfin, c'est pas très grave. Et donc, ensuite, j'essaierai en fait d'articuler, si vous voulez, deux questions. Donc, la question de l'écriture alphabétique et la question de l'écriture algorithmique, et de montrer que ces deux questions, en dépit de l'écart historique, évidemment, entre ces deux technologies, ces deux technologies ont posé des questions qui, toute proportion gardée, posent des problèmes philosophiques qui peuvent nous aider en fait à appréhender les problèmes philosophiques qui se sont posés à l'époque peuvent nous aider à appréhender les problèmes philosophiques qui se posent aujourd'hui, même si bien sûr ces problèmes se posent dans des rythmes, à des échelles et dans des conditions matérielles et infrastructurelles complètement différentes, ce qui implique que le contenu même de ces problèmes change. Mais disons que ça nous donne un cadre problématique qui permet d'interroger la mutation industrielle et civilisationnelle qui est la nôtre aujourd'hui.
Alors, les trois problèmes que je vais évoquer, ce sont les trois problèmes suivants. Le premier problème, c'est celui de la dépendance cognitive. Le second problème, c'est celui de l'uniformisation culturelle. Le troisième problème, c'est celui de la manipulation politique. Et si j'ai le temps, eh bien, j'essaierai de vous montrer dans une dernière partie qu'en dépit de ces trois problèmes, qui me semblent être des problèmes importants aujourd'hui dans le contexte du développement de l'intelligence artificielle générative, eh bien, en dépit de ces problèmes, je crois que l'on peut concevoir et développer des technologies à la fois herméneutiques et contributives, j'essaierai d'expliquer ce que j'entends par là, qui mettent donc les algorithmes au service des esprits individuels et de l'intelligence collective. Donc maintenant, je m'excuse, mais je vais lire mon texte parce que voilà, il faut que j'avance et que je ne contribue pas à nous mettre tous et toutes en retard. Donc c'est durant l'été 1956, lors de la conférence de Dartmouth, que la notion d'intelligence artificielle a vu le jour. Elle est alors mobilisée à des fins promotionnelles pour attirer les financements américains vers le champ de l'intelligence artificielle dite symbolique, au détriment de ce qui ne s'appelle pas encore, mais qui deviendra l'intelligence artificielle connexionniste, et qui se développe déjà depuis les années 40 à travers les recherches cybernétiques, notamment des travaux de McCulloch et de Pitts. Donc ces deux courants, l'intelligence artificielle symbolique et l'intelligence artificielle connexionniste, qui se développent de manière concurrente, repose néanmoins sur un présupposé commun. Ce présupposé, c'est celui de l'analogie entre l'esprit et le programme, ou entre le cerveau et l'ordinateur. Donc l'IA symbolique va s'appuyer, si vous voulez, sur la modélisation de la cognition humaine pour développer ces machines, alors que l'IA connexionniste s'appuie sur l'activité cérébrale, les connexions neuronales pour développer ces machines. Mais dans les deux cas, on a ces analogies entre esprit et programme, ou entre cerveau et ordinateur, donc entre le vivant, puisque l'esprit ou le cerveau, c'est du vivant, et la machine. Donc ces analogies-là, elles vont jouer un rôle fondamental dans les développements technoscientifiques de cette période. Elles vont aussi permettre d'éclairer certains aspects de la cognition humaine et certains aspects du cerveau humain, mais elles vont également ouvrir à des spéculations métaphysiques plus ou moins problématiques, comme celle de Alan Turing, qui suggère dans cet article que des machines à calculer capables de simuler le langage pourraient se voir attribuer la pensée. 30 ans après Turing, on retrouve ces idées de machines pensantes, machines intelligentes, machines spirituelles dans les discours du mouvement transhumaniste qui nourrit la plupart des entrepreneurs de la Silicon Valley depuis les années 1990. Et évidemment, le développement fulgurant et massif des intelligences artificielles génératives n'a fait qu'accélérer les spéculations sur les esprits numériques, par exemple dans cette lettre ouverte parue 3 mois après le lancement de ChatGPT. Au-delà du champ technoscientifique, cet imaginaire du robot, pour reprendre une expression du philosophe Gilbert Simondon, se retrouve aussi au cœur de nombreuses intrigues de science-fiction. Qu'elles soient utopiques ou dystopiques, que les machines soient menaçantes ou séduisantes, elles sont bien souvent représentées comme des robots qui sont des doubles des humains, auxquels ceux-ci vont attribuer une intériorité, des intentions, des émotions. Pourtant, en 1965 déjà, Joseph Weizenbaum, qui était un informaticien, qui était le créateur du premier agent conversationnel nommé ELISA, qui a été programmé pour simuler les réponses d'un psychothérapeute, avertissait, donc son créateur avertissait contre les pensées délirantes, je le cite, qui nous conduisent à anthropomorphiser très vite les machines. Et il s'inquiétait donc de la diffusion dans le grand public de ces dispositifs. Alors 60 ans plus tard, pourtant, avec le développement des chatbots, les anthropomorphisations délirantes se sont largement généralisées. Les compagnons virtuels sont devenus un nouveau marché et ces services numériques tendent à remplacer aujourd'hui toutes sortes de relations sociales, à la fois les relations thérapeutiques, mais aussi les relations amicales, les relations amoureuses et évidemment les relations familiales. Donc, comme l'avait déjà remarqué le philosophe et médecin Georges Canguilhem dans les années 80, et comme le souligne à nouveau aujourd'hui le mathématicien Giuseppe Longo, les anthropomorphisations des machines ont donc largement excédé les limites du champ technoscientifique dans lesquels elles avaient vu le jour. Elles sont devenues ce que Canguilhem décrit comme des lieux communs publicitaires qui alimentent le marketing des startups numériques, qui voient dans les relations humaines un nouveau marché et dans l'anthropomorphisation des machines un nouveau moyen de capter ce marché.
Alors il est intéressant de remarquer néanmoins que dans le champ même de la cybernétique et de l'intelligence artificielle, une autre vision des rapports entre pensée humaine et machine informatique avait vu le jour dès les années 40 en réalité. Cette vision ne visait pas l'imitation ou la simulation des comportements humains, mais bien l'augmentation, l'amplification ou l'amélioration des esprits humains. C'est ce que nous a rappelé longuement David Bates hier, en citant par exemple le cas de l'ingénieur Douglas Engelbart, qui parlait d'augmentation de l'intellect. On pourrait citer aussi le cas de l'ingénieur Vannevar Bush, qui travaillait au MIT, qui est considéré souvent comme l'un des inspirateurs du web, et qui, dans son article de 1945, donnait à la machine informatique un tout autre rôle. La machine n'était pas un double de l'humain ayant vocation à l'imiter, mais une prothèse mémorielle ayant vocation à compléter ou intensifier la mémoire humaine. Le MEMEX, donc la machine que Bush imagine, permet en fait à l'individu de fouiller dans la mémoire collective conservée et de regrouper différents contenus selon ses associations d'idées afin de pouvoir les réactiver automatiquement. Donc le MEMEX n'est pas un robot imitant ou simulant l'humain, il est une prothèse assistant et soutenant l'humain. Et en envisageant les supports informatiques comme des prothèses mémorielles, eh bien Bush anticipait en fait, sans le savoir, les découvertes de paléoanthropologie qui seront réalisées 20 ans après lui, à travers les travaux de Leroy-Gourhan notamment, qui montrent que l'extériorisation de la mémoire a toujours caractérisé en réalité l'humanité. L'humanité, l'espèce humaine, selon Leroy-Gourhan, ne se définit pas par des propriétés métaphysiques telles la raison, l'intelligence ou la pensée. Elle se caractérise surtout par sa capacité à se tenir debout, la bipédie premièrement, et puis à extérioriser sa mémoire, à placer sa mémoire au dehors dans des prothèses qui lui servent de mémoire artificielle. Et Leroy-Gourhan va étudier très attentivement la coévolution entre les organes cérébraux d'une part et les outils lithiques d'autre part, et il va remarquer une corrélation entre la complexification du système nerveux, des systèmes nerveux, et la complexification des outils lithiques. Et quelques années plus tard, une vingtaine d'années plus tard, les neurosciences vont confirmer cette intuition, puisque dans les années 80 déjà, Jean-Pierre Changeux, à la fin de son livre, fait référence à la mémoire extracérébrale pour souligner le caractère technique et artificiel de la mémoire culturelle. Et il s'interroge alors sur la disharmonie grandissante, je le cite, entre le cerveau de l'homme et le monde qui l'entoure. Cette question fait toujours l'objet de certaines neurosciences contemporaines, notamment des travaux de la chercheuse Marianne Wolf, qui étudie précisément les conséquences de cette disharmonie. Elle montre que le passage des supports imprimés aux supports numériques modifie nos pratiques de lecture et d'écriture et que ce changement a des effets au niveau neuronal, dans la formation des synapses, et que certaines connexions neuronales vont être abandonnées quand les activités de lecture-écriture ne sont plus pratiquées, par exemple, ce qui lui fait craindre la dégradation de certaines capacités d'attention, de mémorisation, de réflexion et de déduction. Donc qu'il s'agisse de la paléoanthropologie ou des neurosciences, eh bien, les deux disciplines semblent converger en fait vers cette idée, tout simplement, selon laquelle les organes cérébraux et les capacités mentales qui leur sont associées dépendent intrinsèquement des organes techniques ou artificiels qui sont pratiqués. D'où l'importance de la notion de technologie intellectuelle mobilisée par l'anthropologue Jack Goody dans les années 70, qui entendait souligner donc que la pensée n'est pas une activité purement mentale ou purement cérébrale, mais qu'elle suppose toujours des instruments, des appareils, des supports techniques et matériels pour s'exercer. De plus, et c'est le point le plus important selon moi, ces dispositifs ne sont pas des moyens neutres qui auraient pour fonction de faire passer un sens ou une pensée qui leur préexisterait, mais ils conditionnent et configurent les opérations cognitives ou intellectuelles et les manières de penser. Ça veut dire tout simplement qu'on ne pense pas dans les mêmes catégories métaphysiques avec les idéogrammes chinois ou avec les lettres alphabétiques, de même qu'on ne pratique pas les mathématiques de la même manière avec un boulier ou une calculatrice et qu'on ne pratique pas le langage de la même manière à l'époque de l'imprimerie, de la machine à écrire, des logiciels de traitement texte ou des grands modèles de langage génératif. Donc les analyses de Goody rejoignent ici une célèbre formule de Nietzsche selon laquelle nos outils d'écriture participent à l'éclosion de nos pensées. Mais quand on regarde un petit peu l'histoire de la philosophie avec cette perspective, eh bien, on se rend compte que ce constat-là, de l'influence des outils d'écriture sur nos capacités de penser, en fait, il n'a pas attendu ni Goody ni Nietzsche pour se manifester, mais il était déjà présent
à l'origine de la philosophie et notamment dans les réflexions de Platon. Dans le dialogue intitulé « Le Phèdre », Platon convoque en effet le mythe égyptien de l'origine de l'écriture pour questionner les effets de cette nouvelle technique sur les mémoires. Dans ce mythe, le dieu Tut, qui est l'inventeur de la technique de l'écriture, présente son invention au roi Tammuz, le roi des Égyptiens. Il lui affirme que l'écriture constitue un remède pour la mémoire puisqu'elle permet de stocker les connaissances dans les supports et de les conserver et de les transmettre aux générations qui suivront. En effet, les mémoires vivantes sont limitées, fragiles et faillibles. Nous ne retenons jamais toutes les informations, évidemment, nous faisons un tri, et bien souvent les informations qui nous plaisent pas beaucoup, eh bien, nous les oublions très vite. Et de plus, dans la mesure où nous sommes des êtres mortels, nos souvenirs finissent toujours par disparaître avec nous lorsque nous mourons. Donc la mémoire artificielle de l'écriture, elle va permettre en fait la survie de ces souvenirs et elle va être un très bon remède par rapport aux imperfections et à la finitude de la mémoire humaine. Néanmoins, le roi des Égyptiens, Tammuz, à qui Tut tient son discours, lui objecte que ce remède, aussi puissant soit-il, comporte également des dangers, puisque si les individus n'ont plus besoin de se souvenir par eux-mêmes des savoirs, eh bien, ils ne feront plus l'effort d'exercer, de pratiquer leur mémoire. Or, la mémoire n'étant pas une faculté innée, si elle n'est pas pratiquée, elle risque de se dégrader. Et sans mémoire, c'est la possibilité même d'apprendre, de s'instruire et de raisonner qui se voit menacée. Tout se passe donc comme si le remède de l'écriture constituait en réalité un poison, ou du moins comme si le poison pouvait lui-même devenir un remède. Mais dans les deux cas, il y a une ambivalence qui est signifiée dans le texte grec par le terme de pharmakon, mobilisé par Platon pour désigner l'écriture. Et donc, dans son commentaire de ce texte, Jacques Derrida a beaucoup insisté. Donc, Jacques Derrida, qui est un philosophe contemporain, qui a écrit un commentaire du Phèdre en 1968, qui est publié dans un ouvrage qui s'appelle La dissémination. Eh bien, Jacques Derrida, dans cet article, qui est un commentaire, insiste sur l'ambivalence de cette notion de pharmakon en disant qu'elle est intraduisible en réalité. Parce que quand on la traduit par remède, on nie la dimension toxique, et quand on la traduit par poison, eh bien évidemment, on nie la dimension remédiante de l'écriture. Donc, le terme proposé par Derrida est celui de drogue, qui permet de suggérer une substance qui vient combler un manque, dont on a besoin, qui nous fait du bien, mais qui peut aussi nous détruire si nous en abusons, et qui permet surtout, cette notion de drogue, d'insister sur la relation de dépendance à la technique, qui tend à s'instituer une fois que nous lui avons délégué nos capacités. Car telle est bien, en fait, la crainte de Tammuz, du roi des Égyptiens dans le mythe. La crainte de Tammuz, c'est qu'une fois que leur mémoire et leur savoir auront été extériorisés, une fois qu'ils se seront déshabitués à apprendre et à mémoriser, eh bien, les citoyens deviendront dépendants des supports écrits et ils ne pourront plus s'en passer, en fait. Et donc c'est un petit peu ce qu'illustre la scène de ce dialogue où on voit Phèdre, donc, qui est le personnage principal qui parle avec Socrate, dans le dialogue qui cache le discours écrit d'un sophiste qu'il vient d'écouter, parce qu'il a peur de révéler à Socrate qu'en fait, il est incapable de se remémorer le discours sans lire le texte écrit. Et donc, dans le contexte actuel, évidemment, cette attitude de Phèdre, cachant son discours écrit, pourrait s'apparenter à celle de nombreux étudiants qui essayent de cacher leur usage de ChatGPT et qui, malheureusement, se retrouvent incapables de résumer le texte qu'ils viennent juste de produire quand ils sont interrogés oralement. Comme l'a montré une récente étude du MIT, 80% des utilisateurs de ChatGPT qui ont été testés étaient incapables de citer les passages des essais qu'ils venaient juste de générer avec le logiciel quelques minutes auparavant. L'étude a mis au jour le fait que durant l'utilisation de ce logiciel, les zones cérébrales associées à l'intégration et la production du sens, de la signification, ne sont pas mobilisées. Et que quand on prive les utilisateurs de leur prothèse cognitive, eh bien, ils ont beaucoup de mal à remobiliser ces zones cérébrales et à réaliser l'activité nécessaire pour rédiger par eux-mêmes un texte. Autrement dit, et c'est ce que ces chercheurs décrivent sous le nom de dette cognitive, il y a bien une dépendance à la technique qui s'institue et qui fait beaucoup penser aussi à ce que Bernard Stiegler décrivait dans son livre sur la société automatique. Donc Bernard Stiegler, qui est aussi un philosophe contemporain, héritier de Derrida, comme la prolétarisation des savoirs-pensés, le fait qu'on va non plus extérioriser les savoir-faire dans les machines-outils, comme on nous l'a décrit hier dans l'exposé qui portait sur le General Intellect, le fragment sur les machines, mais on va extérioriser nos savoirs-pensés dans les machines algorithmiques. Alors, ici, ce ne sont plus seulement les capacités de mémoire qui sont extériorisées, ce sont les capacités d'expression.
Or, les capacités d'expression sont tout aussi fragiles que les capacités de mémoire. Les capacités d'expression reposent évidemment sur les capacités de mémoire. Il faut être capable de se souvenir de ce qu'on a lu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vécu quand on s'exprime. Mais elles reposent aussi sur les capacités d'imagination, c'est-à-dire sur la capacité d'imaginer le sens ou la signification qu'on cherche à produire, d'imaginer aussi son destinataire, puisque quand on écrit, quand on s'exprime à l'écrit, que ce soit un mail, une lettre d'amour, un livre, etc., le destinataire, normalement, n'est pas présent. On écrit toujours pour un absent, et donc il s'agit d'imaginer cet absent. C'est intrinsèque à l'activité d'expression. Et en réalité, cette projection imaginaire d'une altérité est à l'œuvre dans toute expression, même dans l'expression orale. Même quand le destinataire est présent physiquement, en fait, on ne coïncide pas avec lui. Nous ne sommes pas purement présents l'un à l'autre, sans quoi nous n'aurions pas besoin, évidemment, de nous exprimer, de nous parler, de passer par la médiation technique du langage. Donc, en fait, l'autre est toujours absent pour moi et je dois toujours l'imaginer. Toute expression suppose une forme d'écart, d'absence, d'altérité, impossible à résorber dans une présence immédiate et instantanée. Et c'est ce qu'expliquait Derrida lorsqu'il affirmait de manière un peu provocante, évidemment, que la parole est toujours déjà une écriture, c'est-à-dire la parole est toujours déjà adresse à un absent, à une altérité avec laquelle je ne peux pas coïncider. Et c'est précisément cette altérité que le développement des compagnons virtuels tend aujourd'hui à éliminer en remplaçant la rencontre de l'autre par l'échange d'informations avec une sorte de reflet de soi-même automatisé. Alors, le fait de recourir à ces générateurs automatiques pourrait donc tendre à court-circuiter des facultés de mémoire et d'imagination. Alors, les facultés de mémoire et d'imagination sont des facultés intrinsèquement singulières, c'est-à-dire que pour avoir les mêmes souvenirs ou les mêmes désirs, il faudrait avoir vécu exactement la même vie, ce qui est impossible chez les vivants et a fortiori chez les vivants humains. C'est la raison pour laquelle, comme l'avait déjà bien remarqué Hannah Arendt, lorsque nous nous exprimons, nous révélons nos singularités à travers notre style, à travers notre attitude corporelle, notre niveau de langage, les notions que nous allons utiliser, les tons, les accents, les rythmes, etc. Mais les systèmes algorithmiques, eux, évidemment, à qui nous allons déléguer ces facultés d'expression, eh bien, ils sont fondés sur des calculs probabilistes, en fait, sur des quantités massives de données, bien sûr, mais ils ne manipulent pas des mots, ils ne manipulent pas des lettres, ils ne manipulent pas des phrases, ils manipulent des petites séquences de signes qu'on appelle des tokens, qui pour nous, évidemment, n'auraient aucun sens, et ils fonctionnent un petit peu comme, alors évidemment toute proportion gardée parce qu'ils sont beaucoup plus complexes que ça, mais comme les logiciels d'autocomplétion qui prédisent statistiquement des suites de signes probables sur la base d'une requête donnée. Alors ensuite ils sont entraînés, il y a une phase d'entraînement supervisé, ils sont dressés si vous voulez à apporter des réponses correctes ou à dialoguer avec vous, mais la technologie est quand même celle-ci, ce qui implique qu'ils vont renforcer les moyennes, les majorités. Ce qui est rare, ce qui est exceptionnel, ce qui est improbable ne sera jamais prédit statistiquement, puisque ça échappe évidemment au calcul statistique, car les improbabilités, les originalités ne sont pas assez représentées dans les jeux de données. Et pourtant, on sait bien que c'est toujours à partir de ces écarts, de ces improbabilités que la culture peut évoluer, que ce soit dans le champ artistique, scientifique, philosophique. La nouveauté émerge toujours contre les stéréotypes, contre les clichés, les idées reçues, et c'est la raison pour laquelle elle a souvent du mal d'ailleurs à s'imposer. C'est donc la diversité et l'évolution culturelle qui pourraient se voir menacées par la génération industrielle de contenus automatisés, à l'image de ce qui se produit en ce moment sur la plateforme d'écoute en ligne Spotify, qui est donc inondée de musique algorithmique. Alors, ce n'est pas forcément problématique d'écouter une musique générée par une intelligence artificielle, bien au contraire. Et on verra peut-être aussi des exemples tout à l'heure. Il y a beaucoup d'artistes qui s'approprient ces technologies pour faire de la musique différemment. C'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est plutôt l'envahissement, disons, de la toile par des contenus générés algorithmiquement, mais qui n'ont pas été, disons, appropriés par des artistes ou par des créateurs. Pourquoi ? Eh bien parce que si Internet est envahi de contenus de ce type, eh bien les intelligences artificielles à venir vont se nourrir de ces contenus-là et ils vont donc faire des calculs probabilistes sur des contenus déjà probabilisés. Ce qui risque en fait de conduire à une dégradation progressive de la culture collective, un petit peu comme si on faisait la photocopie d'une photocopie d'une photocopie.
Certains chercheurs ont même évoqué à ce sujet un effondrement des modèles. Ça, je ne suis pas capable de juger sur ce point-là, mais je pense qu'on peut s'attendre assez logiquement à des effets d'uniformisation et de standardisation liés au remplacement de l'interprétation des savoirs vivants par des recombinaisons algorithmiques de données numériques. Or, cette tension, en fait, entre la répétition mécanique et l'interprétation vivante, eh bien, c'était déjà le risque que craignait Platon. L'ambivalence pharmacologique de l'écriture n'est pas seulement liée à la perte des capacités mémorielles, comme on le dit toujours, hein, c'est un petit peu ce qui a été retenu de ce texte de Platon. Mais je crois qu'on peut l'interpréter un peu différemment, même si c'est peut-être pas exactement ce que Platon voulait dire, mais enfin, voilà, disons que le problème, c'est aussi le problème de la stérilisation de l'évolution culturelle. Parce que si les individus se contentent de répéter bêtement les savoirs écrits, eh bien, tout simplement, ils ne les interprètent plus, ils ne les individuent plus, ils ne les transforment plus. Et donc, le problème, c'est l'évolution de ces savoirs qui ont besoin d'être interprétés et transformés pour pouvoir évoluer. Donc, on retrouve bien cette tension entre interprétation vivante diversifiée et répétition mécanique standardisée. Et dans le mythe grec de l'origine de l'écriture, Hermès, qui est l'équivalent de Teut, est précisément le dieu qui incarne cette tension. C'est le dieu de l'interprétation qui a donné son nom à l'herméneutique, c'est le dieu messager qui fait passer les messages divins aux mortels, et donc message qu'il ne s'agit pas de décoder mais qu'il s'agit d'interpréter. Mais c'est aussi Hermès, le dieu du calcul et le dieu de la géométrie, comme Teut en fait, hein, qui est à la fois le dieu de l'écriture et le dieu du calcul et des mathématiques. Hermès est donc intrinsèquement ambivalent, tiraillé entre ces deux polarités de l'exactitude propre au calcul et du mystère propre à l'herméneutique. Et c'est la raison pour laquelle il est aussi le dieu du pharmacone, puisque son attribut c'est le caducée, donc c'est ce bâton que vous voyez entouré de deux serpents, qui sert à guérir de l'empoisonnement et qui est devenu le symbole de la médecine aux États-Unis. Et ce pharmacone, donc à la fois poison et remède, eh bien, il vient ici dire l'origine commune de ce que l'on croyait pouvoir opposer, hein, et de ce que la métaphysique croira pouvoir opposer, à savoir l'art de calculer et l'art d'interpréter, entre lesquels la technique de l'écriture est précisément tiraillée. Alors, c'est intéressant de mentionner cette tension-là aussi parce que cette tension entre exactitude, répétition et interprétation, diversification, elle concerne spécifiquement l'écriture alphabétique, qui est le système d'écriture par lequel Platon est concerné. Alors pourquoi ? Parce que dans d'autres systèmes d'écriture, par exemple, si vous prenez l'exemple des écritures idéogrammatiques, c'est ce qu'évoque cette chercheuse Anne-Marie Christin dans ce livre qui s'appelle L'image écrite, eh bien, pour lire des idéogrammes, vous êtes obligé de faire un acte d'interprétation, parce qu'un idéogramme, il peut avoir, ceux qui connaissent le chinois par exemple le savent très bien, un idéogramme, il n'a pas toujours la valeur d'idéogramme, il peut avoir la valeur d'un phonogramme ou la valeur d'une clé ou d'un classificateur. Donc pour comprendre une phrase, pour savoir à quoi sert l'idéogramme, eh bien, vous devez bien sûr interpréter le contexte. Et dans le cas des alphabets consonantiques qu'on appelle des abjad, donc par exemple l'alphabet hébreu ou l'alphabet arabe, eh bien vous n'avez que les consonnes qui sont écrites, donc vous allez devoir compléter vous-même avec les voyelles. Donc là encore, il faut interpréter pour pouvoir lire. Autrement dit, l'acte de lecture et l'acte d'interprétation sont intrinsèquement liés dans ces systèmes d'écriture. Et ce n'est plus le cas précisément dans le cas de l'écriture alphabétique, c'est du moins ce qu'explique Clarisse Ehrenschmidt dans ce livre et Jean Lassègue dans celui que vous voyez à côté. Dans le cas de l'écriture alphabétique qui retranscrit les voyelles et les consonnes, eh bien, il devient possible de lire un texte simplement en associant les sons et les lettres, les signes graphiques et les sons phoniques. Mais vous pouvez le lire sans le comprendre, hein. Et donc, en ce sens, l'acte de lecture est dissocié de l'acte d'interprétation. Par exemple, si vous lisez un livre et que vous êtes fatigué le soir, parfois vous entendez mentalement les sons, mais vous n'avez rien compris, vous êtes obligé de repartir au début de la page. Parce que précisément, il est possible de lire sans comprendre. Et s'il est possible de lire sans comprendre, eh bien, il est possible de simuler la compréhension. Hein, vous comprenez ? Donc, en fait, les machines d'écriture industrielle contemporaine poussent à l'extrême cette dissociation entre d'un côté l'interprétation du sens
et d'un autre côté la simple manipulation de marques formelles. Et c'est la raison pour laquelle elles parviennent à des performances de simulation sans précédent, mais c'était déjà le cas, hein, cette simulation était déjà possible à l'époque de l'écriture alphabétique qui concernait Platon. Or, pour Platon, la simulation de la compréhension est un problème. C'est le problème de la sophistique qui est pratiquée par les sophistes, que Socrate évoque à de multiples reprises. Et donc, que font les sophistes ? Eh bien, contrairement à Socrate, hein, qui met en question ses interlocuteurs pour les faire penser, les sophistes se contentent de réciter par cœur des savoirs qu'ils n'ont pas compris, mais qu'ils se sont appropriés en les volant à autrui. Les sophistes sont indifférents aux théories qu'ils défendent. Ils peuvent prouver une chose et son contraire. Tout ce qui leur importe, c'est en fait d'avoir un certain succès auprès des citoyens. Et les citoyens, qui bien souvent sont fascinés en fait par les performances rhétoriques des sophistes et sont prêts à payer très cher pour les écouter, un petit peu comme nous sommes prêts aujourd'hui à payer nous sommes un peu fascinés par les performances de ChatGPT, nous sommes prêts à payer aussi des abonnements à ces grandes entreprises privées. Et il se trouve qu'effectivement, les robots conversationnels, tels qu'ils se déploient aujourd'hui dans le grand public, ont quelques points communs avec les sophistes. Alors, le premier point commun, c'est que, évidemment, ces dispositifs algorithmiques n'accordent aucune signification au texte qu'ils produisent. Ils peuvent générer une thèse ou la thèse contraire en fonction de ce que vous leur demandez. Ils sont eux aussi entraînés sur la base de beaucoup de données qui ont été alors plus ou moins rémunérées et plus ou moins volées, hein, puisqu'il y a beaucoup d'auteurs d'œuvres ou de contributeurs à Wikipédia ou d'utilisateurs de réseaux sociaux qui n'ont pas été rémunérés pour toutes les données qu'ils ont fournies à ces logiciels. Et puis enfin, ils sont bien souvent programmés pour séduire leurs utilisateurs, en flattant leur ego, en leur disant à quel point leurs questions sont pertinentes et passionnantes. Vous l'avez peut-être remarqué si vous avez essayé de discuter avec ChatGPT, hein, qui vous relance toujours pour que vous lui fassiez une nouvelle demande, ou bien en employant tout simplement la première personne du singulier, hein, en disant « je », c'est déjà une manière de permettre à l'utilisateur de projeter une altérité. Donc avant même la production des fausses informations, dont on les accuse souvent, en réalité, il y a déjà des techniques de manipulation très nombreuses dans le fonctionnement de ces technologies, qui ne sont donc pas neutres. Et elles ne sont pas neutres aussi parce qu'elles comportent bien sûr toutes sortes de biais, évidemment. Comme les logiciels qui sont répandus pour le grand public sont la plupart du temps entraînés sur toutes les données qu'elles ont trouvées sur Internet, eh bien, elles reproduisent en fait des stéréotypes ou des biais. C'est ce qu'avait montré cette étude de l'UNESCO. Mais elles reproduisent aussi évidemment des biais linguistiques parce qu'elles sont entraînées sur des données massivement anglo-saxonnes, bien plus représentées sur Internet, et donc elles ne vont pas générer, par exemple, toutes les catégories dont dispose une population comme les Inuits pour désigner la couleur blanche ou pour désigner la neige. Donc il est possible, bien sûr, de changer cela. Hein. C'était le projet du développement de Bloom, qui était donc une IA qui était entraînée sur 46 langues différentes, me semble-t-il. Mais disons qu'il y aura toujours, en tout cas, des biais idéologiques dans les technologies que nous utiliserons quotidiennement, en particulier parce que dans la phase d'entraînement, elles sont aussi entraînées selon les critères et les valeurs des entreprises qui les produisent, et vous n'aurez pas du tout les mêmes résultats avec l'intelligence artificielle Grok de OpenAI ou l'intelligence artificielle Grok de xAI, donc c'est l'entreprise d'Elon Musk, et l'intelligence artificielle ChatGPT qui appartient à l'entreprise OpenAI de Sam Altman. Et donc le problème, si vous voulez, ce ne sont pas tant les idéologies de Elon Musk ou de Sam Altman, même si on pourrait considérer que c'est quand même un très gros problème, mais le problème, c'est que quand nous utilisons ces dispositifs, eh bien, en fait, comme l'a montré cette étude, les scientifiques qui utilisaient ces logiciels pour écrire leurs articles, hein, donc comme des assistants de rédaction d'une certaine manière, ont employé les mots qui étaient le plus souvent employés par les logiciels dans leur communication orale. Donc ils ont vraiment intériorisé, si vous voulez, ces catégories linguistiques. Or, nos catégories de langage sont évidemment nos catégories de pensée, donc on peut craindre que finalement nous finissions par parler, par écrire et par penser comme les robots conversationnels. Donc on voit bien ici que la logique de l'imitation s'est complètement inversée. Ce n'est plus tant la machine qui imite l'humain que l'humain qui imite la machine.
En réalité, il y en a ni l'un ni l'autre, hein, c'est ni l'un ni l'autre qui imitent l'un ou l'autre, mais ce sont ces nouvelles technologies intellectuelles, algorithmiques et industrielles qui transforment en profondeur nos pratiques intellectuelles et symboliques. Et c'est la raison pour laquelle il faut s'interroger sur les technologies que nous voulons développer pour le grand public. Alors, j'ai pas du tout fait attention au temps et je suis peut-être très en retard, non? J'ai encore 5 minutes? Ah, bon, super. Voilà, très bien. Donc, pour finir, voilà, je peux même respirer. Super. Waouh. Je ne pensais pas avoir le temps de respirer, à vrai dire, donc je suis très contente de pouvoir le faire. Voilà. Alors, donc pour finir, voilà, donc c'est la raison pour laquelle je disais, il est essentiel de se poser la question aujourd'hui de savoir, de savoir quels sont les dispositifs technologiques que nous voulons proposer au grand public pour, disons, les activités intellectuelles et symboliques. Hein. Et en fonction des fonctionnalités technologiques qui seront développées, en fonction des modèles économiques qui seront ceux des entreprises qui les développent, et en fonction des idéologies politiques qui procèdent à développement de ces machines, eh bien, nous pourrons donner lieu à des pratiques symboliques et intellectuelles tout à fait différentes et peut-être proposer des alternatives par rapport aux dispositifs dominants qui dominent justement aujourd'hui dans le grand public. Alors c'est la raison pour laquelle j'aime bien parler de technologie herméneutique et contributive. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on pourrait en fait essayer de changer de paradigme, c'est-à-dire de ne plus seulement voir les technologies comme des robots imitant et simulant les capacités humaines, hein, cet imaginaire du robot que critiquait déjà Gilbert Simondon dans l'introduction de son livre en 1958, 2 ans après la conférence de Dartmouth, mais imaginez que ces technologies sont des supports de capacitation et de contribution, hein, qui puissent supporter des activités réflexives et des délibérations collectives. Parce que l'intelligence, comme on le sait, hein, ça n'a pas toujours été assez prouvé scientifiquement, mais on l'a bien entendu hier, l'intelligence, c'est aussi être en bonne intelligence. Donc c'est aussi être dans une relation sociale avec d'autres, et l'être humain vivant toujours dans un milieu social, familial, et puis professionnel, etc., amical, eh bien, il n'est jamais intelligent tout seul, en réalité. Hein. Bon. Donc, c'est très important de se demander comment ces algorithmes pourraient être mis au service de l'intelligence collective. Et donc, il s'agirait cette fois-ci non plus d'opposer l'humain et la machine, ou bien de les mettre en compétition, hein, pour savoir lequel est le plus fort, lequel est le meilleur, lequel est le plus performant, mais d'articuler les calculs algorithmiques avec les activités d'interprétation, de réflexion et de délibération. Et d'articuler de ce fait les recherches en mathématiques, en algorithmique, en informatique, avec des recherches en sciences humaines, sociales, politiques et peut-être même philosophiques. Alors, je ne vais pas revenir sur je voulais développer un peu par rapport à l'écriture, mais je passe là-dessus parce que je pense que sinon je vais vraiment me mettre en retard. Mais je voulais simplement montrer quelques exemples de technologies herméneutiques et contributives qui existent déjà, en fait, qui sont déjà présentes, qui étaient déjà présentes avant l'intelligence artificielle générative. Par exemple, la plateforme de construction collective de savoir Wikipédia, qui permet évidemment à chacun d'apporter quelque chose, hein, donc d'apporter une contribution sur un sujet donné, qui a des algorithmes qui fonctionnent, enfin des règles qui sont transparentes et qui peuvent être modifiées et discutées par les pairs, et donc qui permet la construction de savoir collectif et non pas seulement de fausses informations. Hein. Et ce qui est remarquable avec Wikipédia, même si on peut critiquer sur bien des points cette plateforme, parce qu'elle a aussi des biais évidemment, mais c'est qu'elle a réussi à produire du crédit en fait, hein, parce qu'il y avait des délibérations de la certification par les pairs, donc la production de crédit, et c'est en fait le contraire qui se passe aujourd'hui avec la génération automatique de fausses informations qui produisent du doute et de la défiance, parce qu'on voit quelque chose et on ne sait plus si on peut croire ou si on ne peut pas croire, et ça c'est potentiellement très dangereux pour nos espaces informationnels. Une autre technologie très symptomatique de cette dimension à la fois herméneutique et contributive, c'est une plateforme comme Polis, donc ça s'écrit police comme vous voyez en haut, P-O-L-I-S, donc c'est le même mot que la cité grecque, hein, dont a beaucoup parlé Jean-Pierre Vernant dans ce texte, Jean-Pierre Vernant qu'on a évoqué aussi un petit peu hier, et il montrait dans ce texte que la police, en fait, est liée
la cité grecque est liée à l'invention de l'écriture alphabétique. Sans écriture, il n'y aurait pas eu de politique au sens où il l'entend. Et donc, c'est-à-dire de possibilité de lire les lois, de critiquer les lois et de participer à la vie publique. Et ce que propose cette plateforme, qui s'appelle Police, donc pour une raison très spécifique, eh bien, elle propose, sur un sujet politique, elle propose aux utilisateurs de faire des propositions et de voter pour les propositions des autres. Et puis, elle répartit les utilisateurs entre différents groupes d'opinion. Et puis, elle valorise, l'algorithme est fait pour ça, hein, c'est explicite, tout ça est transparent. L'algorithme valorise les propositions qui sont transversales aux groupes d'opinion antagonistes. Ce qui fait que si vous voulez proposer une proposition qui soit valorisée, ça ne sert à rien, comme sur les réseaux sociaux, de poster des contenus très violents, très choquants, très polarisants. Il faut essayer de proposer quelque chose qui puisse trouver un accord entre les différents groupes antagonistes. Et donc ça, si vous voulez, c'est une technologie qui permet de créer du consensus et de la décision politique de manière tout à fait nouvelle, même si, bien sûr, ça ne remplace en aucun cas les délibérations humaines. Mais c'est un autre paradigme, vous voyez, plutôt que de dire on va déléguer les décisions à un robot conversationnel ou à un ministre IA. Hein. Là, c'est autre chose. Et enfin, donc, ce projet qui s'appelle Tournesol, qui est un algorithme de recommandation collaborative qui permet à beaucoup de citoyens de voter pour des vidéos, de les comparer, de les noter, et qui va s'appuyer sur les jugements des humains, donc sur leur capacité d'interprétation, d'évaluation, pour recommander telle ou telle vidéo, tel ou tel contenu. Donc c'est aussi une technologie qui s'inscrit dans une démarche de pluralisme algorithmique. Hein. C'est une des recommandations des États généraux de l'information qui soutiennent qu'il faut pluraliser les algorithmes de recommandation afin d'avoir des points de vue de plus en plus différents sur Internet et non pas seulement les contenus recommandés par les algorithmes de recommandation développés par certaines entreprises privées. On pourrait avoir d'autres algorithmes de recommandation développés par d'autres entreprises privées, mais aussi par des institutions. Et ça diversifierait beaucoup notre environnement informationnel. Ça éviterait peut-être aussi que les contenus générés par IA qui n'ont pas d'intérêt soient recommandés massivement juste pour faire des clics et pour maintenir les utilisateurs connectés à telle ou telle plateforme. Et donc cette idée du pluralisme algorithmique, et cette fois je vais m'arrêter parce que je crois que j'ai... Voilà. Donc, cette idée, elle me semble très intéressante parce que on se rend compte, quand on travaille un petit peu sur ces questions, qu'en fait, pour développer ce type d'algorithme de recommandation qui s'appuie sur les jugements, sur les évaluations, sur les recommandations humaines, en réalité, c'est pas si facile que ça. Et donc, il y a tout un nouveau champ de recherche aussi qui s'ouvre, qui est à la fois, en fait, qui est en lien avec l'algorithmique. Donc les algorithmes de recommandation, ce sont des technologies qui ne sont pas du tout les mêmes que les IA génératives contemporaines, mais enfin quand même il y a des choses en commun. Hein. On a des algorithmes de recommandation comme on a des algorithmes de génération d'une certaine manière, mais si vous voulez, ce qui est intéressant ici, c'est de croiser justement les regards entre les disciplines avec ce type de technologie et non pas simplement de rajouter des masses de données, de rajouter de la puissance de calcul pour améliorer des technologies dont, encore une fois, les effets sociaux et politiques peuvent poser de nombreux problèmes. Voilà, j'espère que j'étais à peu près claire. Merci de votre attention.